Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, le corps sans vie d'une femme retrouvée ce matin à Pikine Guinaw Rail. La police scientifique s'est rendue sur place pour établir les causes et peut-être les circonstances du décès. Coronavirus, le Sénégal se prépare à toute éventualité. Une campagne de sensibilisation démarre demain. En Chine, où la maladie a déjà fait des dizaines de morts, les étudiants sénégalais inquiets appellent au respect des mesures de prévention. Journée école morte dans la région de Dakar, le SAEMS et le QSEMS, deux syndicats d'enseignants, protestent ainsi contre les agressions récurrentes contre des professeurs de collège et lycée. Et puis la commission de la carte nationale de presse officiellement installée, un pas vers l'assainissement de la profession de journaliste et de technicien de la communication. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane, le coronavirus, vous en avez parlé, on en reparlera dans la page inter. Un cas suspect en Côte d'Ivoire, une étudiante de 34 ans qui est rentrée de Pékin samedi. Elle est actuellement en isolement en Chine. Le bilan monte à 80 morts et plus de 2300 cas confirmés. Encore une attaque contre un poste militaire au Mali. 19 gendarmes tués, des véhicules de l'armée et des munitions emportées. Pas de mort en Gambie lors de la manifestation d'hier organisée par Suyus Jotna. Une précision du gouvernement qui interdit à jamais au mouvement d'agir sur le territoire national. Le développement dans quelques minutes. Le sommaire du journal des sports que vous nous présenterez, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Après le lancement du compte à rebours ce week-end, le CNOS va lancer très prochainement le concours pour la création de la mascotte des Jeux. Ligue 1 sénégalaise après la première victoire de l'US Gorée en championnat cette année. Augustin Senghor, président du club insulaire, redéfinit les objectifs de son équipe. On parlera également de la disparition de Kobe Bryant aux États-Unis. Ndongo Ndiaye, ancien basketteur et ami du défunt, nous parle d'une grosse perte. À tout à l'heure pour les détails. Et puis, 5e et dernier jour de la 40e édition de la Ziara de Thierno Seydou Nourou et Thierno Muntaga Tall. Nous retrouverons l'équipe des envoyés spéciaux de la RFM à la fin de cette édition, mais d'ores et déjà, un avant-goût de ce journal. Seydou Nourouba, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à toutes et à tous. Quel est le menu de cette DER ? Au dernier jour de la 40e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Muntaga Tall, Salimata Aou a donné la parole à des chrétiens venus, comme tout le monde, profiter des prières qui sont formulées à la mosquée omarienne. Selon eux, le dialogue islamo-chrétien est bien là, il est réel et il faut y croire. Omar Mbaou a également tendu son micro à des pèlerins, à chacun donc son objectif, à chacun sa prière. Et qu'est-ce que les uns et les autres sont venus chercher en réalité? Nous le verrons dans ce journal Souleymane. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne, Pape Omar Diao. Je vous le disais, cette découverte macabre à Pikine Guinaw Rail, à Recips, sur la route nationale numéro 1. Une jeune dame a été retrouvée morte ce matin. On ne connaît pas les causes de son décès pour le moment. La police scientifique s'est rendue sur place. Écoutons le témoignage de l'imam de la mosquée à Recips, Oustaz Mbaye Diouf, au micro de Ndongoka. Je me rendais à Dakar quand on m'a informé qu'une personne a été retrouvée morte près de la mosquée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé beaucoup de monde sur place. J'ai regardé sa photo, mais je ne reconnais pas son visage. Et je ne sais pas si elle est morte naturellement ou si on l'a tuée. Je n'en sais absolument rien. Je n'ai aussi aucune information sur l'heure de sa mort. Je n'en sais pas grand-chose pour le moment. Les Sénégalais résidant en Chine vivent une psychose à cause de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait 80 morts dans ce pays. Mais le président de leur association appelle au respect des mesures de prévention comme le port de masque et le fait d'éviter les attroupements. Et selon Moustapha Diagne, seuls quelques étudiants sénégalais vivent dans la ville de Wuhan, l'épicentre de cette maladie. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Le virus a débuté pratiquement dans une province de Wuhan, qui est un peu loin de la province de Guangdong, où résident la plupart des Sénégalais. Cependant, il y a quelques étudiants sénégalais qui vivent à Wuhan. Mais là-bas, les consignes données, c'est que tout le monde reste chez lui et que éviter les rassemblements et aussi se protéger en utilisant les masques et autres.
Donc, c'est les consignes données dans la ville de Wuhan. Et actuellement, pratiquement toute la ville est mise en quarantaine. Actuellement, personne ne sort, ne rentre. Par contre, la plus grosse communauté de Sénégalais se trouve à Guangzhou, donc au sud de la Chine. Bon, là-bas, les mesures de sécurité sont à peu près les mêmes, éviter les regroupements et autres. Bon, en général, c'est des businessmen. On sait que le coronavirus est une maladie mortelle. Est-ce que vous, les Sénégalais de Chine, n'êtes-vous pas gagnés par la peur, la psychose? Bon, pas tellement, parce qu'actuellement, ça coïncide avec les fêtes de Nouvel An chinois. La plupart des Sénégalais sont déjà retournés au Sénégal pour les besoins de la fête. Bon, ceux qui restent aussi reçoivent des consignes du consulat et de l'ambassade, surtout pour éviter les regroupements et autres. Et donc, puisqu'ils sont en fait, pratiquement, ils restent chez eux et éviter les regroupements. Ici au Sénégal, le ministre de la Santé rassure par rapport au coronavirus. Des dispositions ont été prises pour la prévention et la riposte face à cette maladie. Il annonce par ailleurs le démarrage demain d'une campagne de sensibilisation des populations sur le coronavirus. Abdoulaye Diouf Sarr était l'invité de RFM Matin. Le Sénégal, pour ce qui le concerne, dans le cadre du comité national de gestion des épidémies, a pris toutes les dispositions au niveau des frontières, particulièrement à l'aéroport. Un dispositif a été mis en place pour donc non seulement la prévention, mais la riposte éventuellement. Mais aussi nous demandons aux Sénégalais qui aimeraient avoir de l'information qu'un numéro vert est ouvert, le 800 00 50 50. Ils peuvent appeler. Dès demain aussi, une campagne de masse d'information sera lancée. Mais rassurez-vous que tout le dispositif de prévention est sur place. Mais le Sénégal aussi est très outillé sur la riposte par le centre des opérations d'urgence sanitaire, par le service des maladies infectieuses, par l'Institut Pasteur et tout le dispositif médical qui est très très outillé pour organiser la riposte éventuellement. Les districts sanitaires aussi sont bien informés et ont reçu l'ensemble des informations sur la maladie et sur donc les dispositions à prendre pour la prévention et la riposte. Je peux dire que le Sénégal, à l'instar des autres pays, est donc aujourd'hui en train donc de se battre, non seulement pour que la maladie n'arrive pas, mais pour que éventuellement, si jamais donc nous avons un cas, qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour donc l'éradiquer le plus rapidement. C'est dans ce contexte et sur ces propos rassurants du ministre de la Santé que les travailleurs de l'hôpital de Pikine ont tenu un sit-in ce matin. Ils dénoncent la gestion de cette structure sanitaire. À les en croire, l'établissement se trouverait aujourd'hui au bord du gouffre. Il compte mener d'autres actions. Écoutons Baïdi Suleiman Beng, le chargé de la communication des travailleurs de l'hôpital de Pikine. L'hôpital, qui est un joyau pour tout le département de Pikine, manque de tout. Le scanner est en panne. Il manque des produits d'urgence pour les services d'urgence et de maternité. Le laboratoire manque aussi de paramètres. Nous sommes obligés d'envoyer certaines analyses au niveau de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye ou du district de Mbao. Aussi dans la gestion du personnel, nous avons constaté que depuis un certain temps, des sanctions qui sont condamnées par la loi sont appliquées sur le personnel. Il y a les sanctions pécuniaires. 2 de nos sages-femmes ont été affectés contre leur gré. Ils n'ont pas demandé. Ils ont été affectés sur demande du directeur. Alors que ces sages-femmes-là ont eu à faire plus de 9 à 10 ans dans cette structure. Ils ne connaissent pas cette structure. C'est pourquoi les travailleurs sont sortis aujourd'hui pour l'édition du jour en attendant de dérouler d'autres plans d'action. Nous avons déposé un préavis de grève. S'il n'y a pas de solution, nous allons entrer en mouvement. Nous allons bloquer totalement la gestion de l'hôpital. Parce que aussi ça ne sert à rien de travailler sur des malades alors que nous n'avons même pas les moyens de les prendre en charge. Alors que le problème des urgences aussi en ce moment-ci pose problème dans les structures hospitalières. Mais nous manquons de tout pour prendre en charge normalement ces populations. Nos tentatives pour avoir la réaction du directeur de l'hôpital de Pikine, Abdallah Gueye, sont jusque-là restées vaines. Nous espérons l'avoir dans nos prochaines éditions. 6 mois après l'obtention du baccalauréat, de nouveaux étudiants attendent toujours leur orientation. La faute à la plateforme Campusen, seule voie autorisée pour demander une orientation et suivre l'état d'avancement des dossiers. Or, les nouveaux bacheliers laissés en rade évoquent des erreurs administratives et parlent de défauts de connexion. Ils viennent tous de l'intérieur du pays et se sont rassemblés ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage Koumba Sandiane Faye.
ginnaaw ngaay foofu noonu village waa bi noonu réseau amul foofu inscription bi passé na orienté wuñ ma sama kii validé wuñ ko. Maguette Pen et sa camarade habitent des localités enclavées derrière Ngaye. Le diplôme en poche, ces deux nouvelles bachelières n'arrivaient pas à s'inscrire sur la plateforme Campusen. Faute de connexion, résultat, elles font partie du lot de nouveaux bacheliers non orientés par le ministère de l'enseignement supérieur. Un fait que déplore Souleymane Diouf, président de ces étudiants non orientés et qui dit être dans la même situation. Le mois où je faisais mon inscription, la dame avait une erreur en me mettant dans le tableau des étrangers. Alors je suis en Sénégalais, mais en me disant que j'ai écrit une demande de gaz. C'était le numéro 4412 étudiants. Je l'ai écrit au mois de novembre. Le jeune Souleymane étudiait à Ficelle dans la région de Thiès. Il dit s'être donné corps et âme pour décrocher son premier diplôme universitaire. Souleymane n'ose même pas retourner au village, ne sachant pas quoi dire aux parents. Je n'ai même pas rentré la fête du Tabaski. C'est à cause de ça. Mes parents sont tellement inquiets. Si je dis la vérité, j'ai beaucoup pleuré. Par exemple, si j'avais eu des 16, pourquoi pas continuer mes études? Balla Moussa Kamara, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines, est venu soutenir des frères cadets, dit-il. À peu près 300 et quelqu'un qu'on a pu recenser. Le ministre était sorti et il a dit qu'ils ont orienté tous les bacheliers. Et tel n'est pas le cas parce que eux, ils sont ici présents aujourd'hui à l'UQAT. Donc nous allons soutenir nos camarades jusqu'au bout. Nos camarades se trouvant à l'université Assane Seck et à Thiès, de même que Saint-Louis, vont les soutenir jusqu'au bout. Ces nouveaux bacheliers rassemblés devant la faculté des lettres ne demandent qu'une seule chose, étudier avec ce cri du cœur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous tendons nos mains au ministère. Qu'est-ce qu'on attend de nous? La stratégie numérique 2025 du Sénégal, bientôt actualisée et mise en œuvre de manière plus efficace. C'est le but d'un atelier de planification stratégique qui s'est ouvert ce matin à Dakar. Cette rencontre s'inscrit dans le sillage de la mission lancée en octobre dernier par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications suite au constat des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la stratégie SN 2025. Ces difficultés sont notamment liées à l'absence d'un plan d'action et à des dysfonctionnements au niveau des instances de gouvernance. Parlons maintenant de cette journée école morte pour protester contre les agressions faites aux enseignants, qui est loin d'être respecté par les enseignants à Rufisque. Le département organise en ce moment des compositions générales. Ces enseignants demandent aux syndicalistes de choisir une autre journée. Reportage à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Lycée Abdoulaye Sadji, il est 10h et les élèves viennent de sortir des salles de classe pour une pause de quelques minutes. Ici, la journée d'école morte décrétée par QSEMS et SAEMS n'est pas respectée. Selon M. Ba, professeur d'anglais, cette décision est venue dans un contexte de composition générale à Rufisque. Il y a un contexte. Aujourd'hui, ce qui se passe à Rufisque, c'est que nous avons des compositions départementales. Et pour cet enjeu-là, il serait vraiment incompréhensible de sortir ou de ne pas surveiller ou bien de ne pas faire les compositions pour soutenir. Donc les compositions se tiendront parce que ça a été programmé bien avant. Donc ça, c'est un cas qui est venu. Même constat au CM Matar Seck. Tous les professeurs ont répondu présents selon le principal. Nous avons convenablement débuté nos compositions pour les classes de 3e et il n'y a eu aucune absence. Tous les professeurs, aucune absence. Je ne connais pas les gens qui sont de QSEMS ou qui sont de l'autre syndicat, mais je sais que tous les professeurs qui étaient convoqués pour la surveillance et pour l'administration des sujets sont présents. Ces enseignants qui se disent solidaires avec leurs camarades victimes d'agressions dans les établissements demandent aux syndicalistes de choisir une autre journée. Maintenant, s'il faut choisir un autre jour, sensibiliser les professeurs et maintenant tenir un autre jour comme jour où on doit marquer notre soutien, là on le fera. À signaler qu'au lycée moderne, les professeurs d'éducation physique, eux, ont respecté cette journée d'école morte. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Il est 12h14. La journée internationale de la douane a été célébrée hier, mais c'est ce lundi que la cérémonie officielle a été organisée au Sénégal, à Tambacounda. À cette occasion, les soldats de l'économie ont exprimé leur souhait d'une criminalisation du trafic des faux médicaments. Le colonel Abdourahmane Dieye, le directeur général des douanes, séjourne à Tambacounda pour le besoin de cette journée internationale. Reportage Moussa Omar Gueye. La criminalisation du trafic de faux médicaments au cœur des préoccupations de la communauté douanière. Le colonel Abdourahmane Dieye est le directeur général des douanes. De mettre encore plus l'accent sur la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle en général et à la criminalité pharmaceutique en particulier, en vue de minimiser les risques d'insécurité sanitaire consécutifs à la consommation de produits dangereux hors normes et contrefaits. Je compte soumettre au ministre des Finances et du Budget un projet d'arrêté qui aura pour objet de fixer les conditions d'intervention du service des douanes et les mesures à prendre à l'égard des marchandises
services de contrefaçon. Après s'être félicité de l'ouverture de bureaux de plein exercice à Kidira et Moussala en zone frontalière du Mali, le gouverneur Omar Mamadou Baldé sollicite une collaboration franche des populations et autres acteurs territoriaux avec les agents des douanes pour une amélioration du cadre de vie dans les sites d'orpaillage traditionnels. Je vous invite à poursuivre la synergie d'action avec l'ensemble des services impliqués dans la lutte pour une protection plus efficace de notre population et de notre environnement. L'objectif étant d'ailleurs de faire des zones riches en ressources naturelles les endroits où il fera bon vivre. Plusieurs gradés des douanes ont reçu leur distinction lors de la célébration de la journée internationale à Tambacounda. Il est à noter que le musée décentralisé de la douane sera revisité par les autorités et populations de la région. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. Restons avec la journée internationale de la douane. Avec ses 3 frontières internationales, ses 13 postes de douane, Kolda enregistre une forte présence douanière dans la région. Kolda abrite également la plus grande unité pourvoyeuse de recettes douanières dans la direction régionale du Sud. Abdoulaye Diallo. Avec 13 postes et brigades, Kolda est la région la plus douanière du Sénégal. Ces nombreuses frontières qu'elle partage avec des pays limitrophes du Sénégal sont l'une des causes de cette forte présence douanière à Kolda. Le lieutenant-colonel Georges Silva, chef de la subdivision régionale des douanes de Kolda, présente son secteur. Kolda dépend de la direction régionale du Sud. Elle couvre les 2 régions administratives de Kolda et de Sédhiou. Mais aussi, elle a la particularité d'être la plus grande subdivision en termes d'unités. La subdivision de Kolda à elle seule comprend 13 unités, 13 postes et des brigades. Alors qu'auparavant, les opérateurs de Kolda effectuaient de longs déplacements pour les opérations de dédouanement de leurs marchandises, maintenant avec les dernières réformes douanières au Sénégal, nombreux parmi ces postes de contrôle douanier sont des points de dédouanement, d'où les résultats appréciables pour la subdivision régionale des douanes de Kolda. Ce qui nous vaut beaucoup de résultats en termes de contentieux, les amendes ont doublé, ne serait-ce que cette année, les résultats sont de l'ordre de 124 millions en termes d'amendes. Parmi tous ces postes, celui de Kalefourou et qui est récemment déplacé à Bundu-Fourdou à cause du poste de contrôle juxtaposé, ce poste est le meilleur pourvoyeur de recettes douanières à Kolda. Lieutenant Wali Claire Diouf est le chef de poste des douanes de Bundu-Fourdou. Si on se fie aux résultats, nous sommes la première unité pourvoyeuse de recettes au niveau de la direction régionale du Sud. Seulement des produits du cru sont dédouanés dans ce poste, avec tout le flux de marchandises qui s'opère à Bundu-Fourdou. Si les produits industriels et manufacturés y étaient dédouanés, il pouvait y avoir beaucoup plus de recettes à ce niveau. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM, la radio de toute l'actualité. Assainissement du secteur de la presse, la commission de délivrance de la carte nationale de presse a été officiellement installée ce matin. En plus de veiller à la bonne pratique de la profession, la commission composée de 8 membres aura en charge de mieux faire respecter le journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Papa Balagay, Penda Fedior. Je déclare officiellement installée la commission de la carte nationale de presse et de la validation des acquis de l'expérience. 8 membres composés en particulier de journalistes, de juristes et de techniciens de l'information. La mise en place de la commission de délivrance de la carte nationale de presse marque les premières étapes de l'assainissement du secteur, selon Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. C'est dans ce contexte difficile pour la presse sénégalaise que le code a été élaboré avant d'être adopté en 2017. L'objectif est d'ailleurs d'assainir le secteur, le renforcer et l'adapter à l'évolution technologique. La nouvelle annonce également plusieurs instruments pour rendre effective l'application de ce texte. Il s'agit, en ce qui concerne les instruments, de la mise en place d'un fonds d'appui et de développement de la presse pour le secteur privé par décret qui sera examiné les 13 et 14 au cours d'un atelier convoqué à cet effet. Installé dans ses fonctions de président de la dite commission, Daouda Mine se veut clair, les textes vont être appliqués dans leur rigueur conformément au nouveau code de la presse. Mais aujourd'hui, les nouvelles dispositions du code de la presse quand même sont claires. Maintenant, il faut sortir d'une école de formation. Si vous, comme le ministre l'a souligné tout à l'heure, si vous n'êtes pas sorti d'une école de formation, il faut avoir la licence et avoir une pratique journalistique de 2 ans dans
la collecte, la vérification et la diffusion d'informations pour venir au niveau de la commission de validation. Si vous ne remplissez pas ces 2 critères-là, il faut avoir une expérience de 10 ans et venir au niveau de cette commission de validation. Conscients de l'importance de la mission qui leur sont assignés, les membres de la commission n'attendent qu'une chose, le décret d'application et la mise en place du fonds d'appui à la presse les 13 et 14 février prochains. Le reste de l'actualité, le président Macky Sall, invité d'honneur de la réunion annuelle de l'Association allemande des petites et moyennes entreprises ce lundi 27 janvier. Le chef de l'État est accompagné par des représentants du secteur privé du Sénégal. Macky Sall va donner sa vision des échanges entre le Sénégal et l'Allemagne dans le cadre de l'initiative Compact avec l'Afrique. Cette initiative, lancée en 2017 par l'Allemagne et les autres pays du G20, vise à attirer les investisseurs dans les États africains. Le président Sall rencontrera la chancelière allemande Angela Merkel avant de rentrer à Dakar ce lundi. Et puis, il ne se passe plus une semaine sans que le secteur des transports, notamment le transport de marchandises, ne soit perturbé par des grèves et mouvements d'humeur de transport. Fait inédit, la jonction entre le syndicat national des routiers du Mali et l'Union des routiers du Sénégal qui dépose un préavis pour une grève à partir du 9 février prochain. La plateforme revendicative comporte une dizaine de revendications, mais il y en a une qui est commune à tous les types de transport de marchandises, autant de poissons, le fret marchandises, c'est le pesage à l'essieu. C'est une directive du règlement 14 de l'UEMOA. Dans toute la sous-région, les transporteurs sont vent debout contre le règlement obligeant les États, les uns après les autres, à s'aménager des portes de sortie par des dérogations. Explication d'un règlement à problème avec Abdoulaye Cissé. Au début, c'était un simple règlement édicté par l'UEMOA pour préserver l'état des routes dans la sous-région. Les routes fortement sollicitées en raison de la surcharge des camions de marchandises en tout genre. Un seul exemple suffit à illustrer à suffisance le problème de la dégradation trop rapide des routes en raison de la surcharge des camions. Le Mali consacre en moyenne 47 milliards de francs CFA à refaire ses routes. En effet, le règlement 14 de l'UEMOA rend obligatoire l'équipement en installation et matériel de vérification des gabarits, des poids et charges à l'essieu des véhicules lourds. Le chargement à l'essieu, voici l'expression que les transporteurs ne veulent pas entendre. Le chargement à l'essieu suppose une répartition équitable du chargement sur les différents essieux du plateau du camion, ce qui relève du casse-tête chinois pour les transporteurs, comme l'explique Goro Khouma de l'Union des routiers du Sénégal. Si mon camion est autorisé par l'UEMOA, je dois charger 40 tonnes. Je me limite à 40 tonnes. Ce n'est pas un problème de tonnes, c'est un problème d'acier. Répartition du chargement. On ne peut pas gérer cette répartition. On n'a pas ces marchandises, on n'a pas ces technicités. Nous sommes autorisés à transporter 40 tonnes, on se limite à 40 tonnes. Le règlement 14 de l'UEMOA est dans le circuit depuis au moins 2005, mais les résistances dans la profession ont retardé sa mise en œuvre dans les différents pays. L'UEMOA s'est donné cette année 2020 pour une mise en œuvre intégrale dans toute la sous-région, mais c'est loin d'être gagné, dans la mesure où chaque pays s'aménage finalement des dérogations pour éviter un conflit social avec les routiers. À terme, c'est la mort assurée du pesage à l'essieu. Ce sera un moindre mal pour sauver le règlement 14 et retourner au pesage au chargement. RFM. L'actualité internationale. Georges Détié-Diop, rebonjour. Rebonjour Souleymane. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé annonce un cas suspect de coronavirus. C'est une étudiante âgée de 34 ans rentrée samedi de Pékin. Elle a subi de nouveaux tests après avoir présenté des symptômes de grippe. Et s'il est confirmé, il s'agira selon BBC du premier cas de ce virus mortel en Afrique. Selon les autorités sanitaires ivoiriennes, elle est actuellement en isolement. Le point de la maladie avec Daouda Diouf. Aux dernières nouvelles, le bilan de la en Chine s'est alourdi. On parle déjà de 80 morts et 2300 cas confirmés. Dans le centre du pays, on a enregistré 24 nouveaux décès. Dans cette même région, 371 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. Et face à la situation et pour remonter le moral des populations, le Premier ministre chinois a entamé une tournée d'inspection à Wuhan ce matin. Il a fait une apparition publique dans un hôpital de la ville où le virus s'est propagé. Il faut dire qu'aujourd'hui, un cas suspect est signalé en Côte d'Ivoire. Une étudiante ivoirienne en provenance de Pékin et qui a présenté des symptômes grippaux lors de son arrivée à Abidjan a été admise à l'hôpital pour diagnostic. Aujourd'hui, pour faire face à l'épidémie, presque tous les pays ont pris des mesures drastiques au niveau de leurs aéroports. Une surveillance particulière est réservé aux avions en provenance de la Chine. Un pays comme la France compte même rapatrier ses ressortissants en Chine. Encore une attaque contre un poste militaire au Mali.
C'est un camp de gendarmes qui a été attaqué, le camp de Sokolo, proche de la frontière mauritanienne. Bilan, 19 morts, 5 blessés. Du matériel endommagé ou emporté, c'est ce qu'ont indiqué les forces armées maliennes sur Twitter. Les militaires tués seraient tous des gendarmes, selon un habitant de Sokolo qui s'est confié à l'AFP. Les assaillants sont partis avec tous les véhicules des militaires et les armes. En Gambie, le gouvernement dément la mort de manifestants. Le porte-parole du gouvernement a affirmé dans un communiqué que pas une seule personne n'est morte pendant la manifestation d'hier. Un responsable d'hôpital avait indiqué que 3 personnes avaient été tuées lors de cette manifestation organisée par Operation Suyus Jotna qui réclame le départ du président Adama Barrow. Dans le même communiqué, le gouvernement considère le collectif anti-présidentiel comme un mouvement subversif, violent et illégal et lui interdit à jamais d'agir sur le territoire de la Gambie. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye est désigné pour succéder à Pierre Nkurunziza. Il a été officiellement choisi comme candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020. C'était lors d'un congrès extraordinaire tenu hier dimanche. Le général Ndayishimiye est l'une des personnalités politiques les plus influentes du Burundi, proche du président Nkurunziza. Il est l'un des anciens combattants rebelles du CNDD-FDD. Il est l'actuel secrétaire général du parti. Il a été ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et l'on termine par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui est arrivé hier à Alger pour une visite de 48 heures. Là-bas, il doit évoquer la situation en Libye où est menacée une fragile trêve, une crise régionale dans laquelle l'Algérie veut jouer un rôle de médiateur. Erdogan est attendu à Dakar demain pour une visite officielle. Merci Georges et à tout à l'heure pour la revue de presse. Bonjour Suleiman. D'abord la création de la mascotte des Jeux Olympiques de la jeunesse. Le CNOS va lancer un concours. Après avoir organisé le lancement du compte à rebours J-1000 des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022, les membres du CNOS vont organiser très prochainement un concours pour donc créer la mascotte de ces Jeux Olympiques, mais également pour le recrutement des 5000 volontaires qui vont aider à l'organisation de ces Jeux à Dakar, Diamniadio et Saly. Ibrahim Ouad, l'un des vice-présidents du CNOS, s'est confié à RFM. C'est vrai qu'on parle de lancement à 1000 jours, mais depuis octobre 2018, le travail a bien démarré. Par exemple, le contenu de tous les sports et de toutes les disciplines qui doivent être dans les Jeux. Ce travail a été fait avec l'ensemble des services et des structures concernées et des partenaires. Nous savons que les plans de transport et de circulation qui doivent être organisés aux Jeux, la réflexion a démarré. Le travail sur les aspects de santé, sur les aspects d'énergie, de technologie, tout cela, il y a eu une anticipation. Mais ce qui a été fait jusqu'ici n'a jamais concerné la mobilisation et l'engagement des populations et l'engagement de la jeunesse au cours de l'année 2020. Notamment le lancement prochain, très imminent, d'un concours pour la création de la mascotte des JOJ. Vous savez que puisqu'on parle des Jeux Olympiques de la jeunesse, il est important que tout ce qui va symboliser la représentation à travers notamment la mascotte, on puisse permettre aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Africains, à l'ensemble de la population de pouvoir à travers un concours, pouvoir faire des propositions. Bien entendu, et la meilleure représentation pourra être retenue, ce qui permettra aux jeunes Sénégalais qui l'aura de pouvoir entrer aussi dans l'histoire, comme les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022 ont fait entrer le Sénégal et l'Afrique dans l'histoire. Il y aura aussi d'autres activités dans toute l'étendue du territoire, des campagnes d'information, de vulgarisation et avant la fin de l'année, le lancement d'un vaste programme de détection de volontaires qui vont être les 5000 volontaires qui vont accompagner l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ligue 1 de football, l'US Gorée veut se maintenir dans l'élite. Après sa première victoire de la saison, après 7 journées, les insulaires ne comptent que 4 points au compteur et sont lanterne rouge. Une première victoire acquise devant le président Augustin Senghor, président du club des insulaires, qui redéfinit les objectifs de son équipe pour cette saison. Il est au micro de Sodetiam. Il était temps parce que simplement depuis le début de la saison on enchaînait les défaites et surtout on n'arrivait pas à scorer et aujourd'hui je pense que la patience a payé. Les gens ne sont pas affolés. Les coachs aussi ont continué à chercher la solution et on espère simplement que ce n'est pas que feu de paille et que surtout c'est un bon déclic pour continuer dans cette lignée. On a vu de bonnes choses. Maintenant il s'agit de capitaliser sur cette victoire. On était inefficace et on a aujourd'hui réglé 2 problèmes. Un problème de trop grande générosité en défense
d'avance et surtout d'inefficacité en attaque. On a marqué 3 buts, on n'en a pas encaissé. J'espère simplement qu'on pourra garder ce cap-là pour au moins jouer le championnat du maintien parce que je pense que quand même après cette journée, l'avance des autres est assez importante. L'état d'esprit et l'humilité nous poussent à aller vers un championnat de maintien en essayant de négocier les matchs un après un pour essayer de remonter la pente par rapport à nos adversaires immédiats qui sont ceux qui sont au bas du tableau. Parlons maintenant du décès de Kobe Bryant. Le monde du basket parle de grosses pertes. De grosses pertes parmi ces acteurs. Ndongo Ndiaye, ancien basketteur aux États-Unis et actuel ministre conseiller dans le domaine du sport du président Macky Sall, il a connu Kobe Bryant, il l'a fréquenté. Pour lui, c'est quelqu'un que l'on doit donner en exemple à la jeune génération. Ndongo Ndiaye que nous écoutons. Au-delà de son palmarès singulier, 5 fois champion NBA, 18 fois All-Star, 2 fois champion olympique, 1 fois MVP, 3 fois meilleur joueur des finales, Kobe avait développé une nouvelle philosophie, connue sous le nom de Mamba Way, une philosophie que la jeune génération peut bien utiliser et qui consiste à toujours donner plus que les autres. Il était d'une compétitivité surdimensionnée. Je vous donne une anecdote. En 2000, j'ai eu l'honneur, la chance de le rencontrer. Alors que je me préparais pour les camps de la NBA Draft à l'université de UCLA à Los Angeles, Californie. J'ai eu l'honneur de rencontrer Kobe une semaine après avoir gagné le titre de NBA contre les Indiana Pacers. Il venait déjà se préparer pour la semaine prochaine, une semaine après, lorsque tous ses coéquipiers étaient déjà en vacances. Lorsque nous entrions dans le gym à 6h du matin, il quittait déjà après avoir travaillé plus de 2 heures. Je lui ai demandé un jour pourquoi il faisait tout cela. Il me répondit, c'est juste pour continuer à mériter la responsabilité de prendre le dernier tir, le tir décisif. Il manquera assurément au monde de la balle orange, mais son histoire restera à jamais gravée dans les annales du sport. Il a inspiré notre génération par son sens du travail et son désir inégalable de rester toujours au sommet. Pour son dernier match, il a marqué 60 points. C'est exactement comment il a dit au revoir au monde. C'est exactement quel genre de compétiteur il était. Il était toujours au sommet. Il va bien sûr nous manquer. Voilà, Suleiman. Au journal de la 40e édition de la Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. Aujourd'hui, 5e et dernier numéro du journal de la Ziara, 40e édition. La relation entre Thierno Seydou Nourou Tall et l'ancien président Léopold Sédar Senghor renaît. Des chrétiens sont venus profiter des prières formulées à la mosquée omarienne. Le dialogue islamo-chrétien, ils y croient et considèrent que c'est synonyme de paix et de cohésion sociale. Salimata Aou. Teint noir, taille courte, Vincent habite les Mamelles. Cela fait 10 ans qu'il vient à la Ziara, une façon pour lui de préserver le dialogue islamo-chrétien. Je suis venu à la Ziara comme je le fais chaque année. Chrétiens et musulmans, nous sommes tous pareils devant Dieu. Et Dieu merci au Sénégal, ce dialogue est bien préservé. Ian Tin, lui, fréquente la famille omarienne depuis plus de 6 ans. Il vient souvent solliciter des prières. On vient pour solliciter des prières, prier pour le Khalif Thierno Madani. Nous sommes très contents et que le bon Dieu exauce toutes les prières. Vincent déclare que le Khalif le considère comme son fils et il est à l'aise quand il vient à la Ziara. Ça fait plus de 10 ans. Cela fait plus de 10 ans que je viens ici. Le Khalif me dit que je ne m'appelle plus Vincent Djen, mais Vincent Tall. Le président Léopold Sédar Senghor avait aussi des relations particulières avec la famille omarienne, notamment avec Thierno Seydou Nourou Tall. Vincent et Ian disent vouloir perpétuer cette amitié. Dernier jour de la Ziara, qu'est-ce qui a le plus retenu l'attention des uns et des autres? Qu'est-ce qu'ils étaient en réalité venus chercher à la Ziara? Oumar Mbaou leur a tendu son micro. Je constate qu'il y a beaucoup d'érudits qui viennent répondre à l'appel et commémorer la mémoire de Thierno Seydou Nourou, qui a été un grand homme de Dieu, un grand religieux ici dans notre pays. Donc venir commémorer sa mémoire et un peu essayer de suivre ses pas, c'est ce qui incombe à tout musulman d'abord, particulièrement à tout Tidjane qui appartient à la communauté omarienne. Quand on vient, on voit la spiritualité d'abord. Ici, il n'y a aucune personne qui vient ici
pour autre chose. Tout le monde est là pour Allah, Cheikh Oumar, le prophète et Thierno Seydou Nourou Tall. J'ai fait le tour de tous les ziyaras du Sénégal. Mais ici, c'est spectaculaire. Cette année, il y a plus de monde qui vient partout en Afrique de l'Ouest. Parce que les familles Tall, ils se trouvent partout au Nigeria, Tchad, Gambie, Mali, Guinée, ils sont tous là. Aussi, il y a plusieurs générations. Il y a plusieurs générations qui sont là. C'est-à-dire que les familles omariennes, cette année-là, parce que pendant les années passées. C'était le dernier journal de la 40e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Vous avez été nombreux à nous accompagner, à nous suivre à toutes les heures. Vos appels et messages nous ont dopés à faire encore beaucoup plus pour vous. Le groupe Futur Média, puis particulièrement la RFM, vous dit merci à mes reporters de choc, Salimata Aou et Omar Mbaou, au grand technicien Mohamed Lamine Sow. Seydou Nourou Ba était à la présentation et avec un immense plaisir. Encore une fois, mille merci.